Bonjour et bienvenue. Alors, qu'est-ce qu'un chercheur, un artiste et une intelligence artificielle peuvent bien avoir en commun? Eh bien, aussi surprenant que ça puisse paraître, ils ont tous besoin d'une carte. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment des méthodologies bien structurées peuvent nous guider à travers n'importe quelle tâche, même la plus complexe. On a tous déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Ce sentiment d'être au pied d'une montagne. Un projet énorme se dresse là et on se sent complètement submergé. On ne sait même pas par quel bout le prendre. La masse de travail semble juste insurmontable. C'est une question universelle, un défi qu'on rencontre tous. Et la solution, en fait, c'est de ne pas se lancer à l'aveuglette. Il faut trouver une carte, une sorte de guide, une méthodologie. Pour chaque problème complexe, il existe une structure, un chemin déjà balisé qui peut transformer ce qui ressemble à un chaos total en un parcours clair et surtout réalisable. Allez, commençons avec notre première carte. On va plonger dans le monde très structuré, très logique de la recherche académique. C'est un exemple parfait de feuille de route conçue pour explorer et organiser des connaissances qui existent déjà. Et pour nous guider dans ce premier voyage, on va s'appuyer sur une institution qui s'y connaît. L'Université Panthéon-Sorbonne. Le guide de recherche qu'il propose, c'est une carte qui a été testée et affinée par des générations de chercheurs. C'est notre premier exemple concret de méthodologie en action. Ce qui est génial ici, c'est qu'on voit comment un processus qui peut faire peur est décomposé en étapes simples, beaucoup plus digestes. Chaque point, c'est un jalon sur notre carte. D'abord, on rassemble les documents. Ensuite, on organise ses lectures. On cite tout correctement. On mène l'enquête. Et à la fin, on structure les infos en plus. D'un coup, le voyage paraît beaucoup plus simple. Et comme sur n'importe quelle bonne carte, il y a une légende pour comprendre les symboles. Prenez le mot corpus par exemple. Ça sonne un peu technique, mais en réalité, c'est juste le point de départ. C'est l'ensemble des matériaux qu'on va étudier. C'est en quelque sorte le territoire que notre carte va nous aider à explorer. Bon, maintenant, on change complètement de décor. On quitte le monde du savoir bien organisé pour s'aventurer dans celui beaucoup plus abstrait de la création. Ici, la carte est différente. Elle est plus fluide, c'est sûr, mais elle reste tout aussi essentielle pour naviguer dans les méandres de l'imagination. Le voyage créatif, bien souvent, il commence à l'intérieur de soi. L'introspection, c'est vraiment la première étape. C'est ce moment de réflexion où on se connecte à ses propres expériences, à ses envies, à ce qui nous touche. C'est le point de départ de cette carte intérieure. Une fois que cette exploration intérieure a commencé, on passe à la symbolisation. C'est là que l'imaginaire prend le relais pour traduire toutes ces idées, ces sentiments un peu abstraits, en symboles, en images, en métaphores. C'est le moment où ce qui est impalpable commence à prendre une forme qu'on peut reconnaître. Et pour finir, la matérialisation. C'est un peu le moment magique où l'idée devient enfin tangible. Que ce soit de la peinture sur une toile, des mots sur une page ou même du code dans un programme, l'abstrait devient concret. Le voyage de la pensée jusqu'à l'objet est enfin terminé. Cette citation, elle est parfaite pour illustrer la nature de cette carte créative. Contrairement au chemin bien droit du chercheur, celui du créateur, c'est plus un dialogue permanent, un aller-retour constant entre le ressenti pur et la conceptualisation. Ce n'est pas une ligne droite, c'est plutôt une danse. Allez, notre dernière carte nous emmène à la frontière de la technologie. Parce que oui, même une intelligence artificielle, pour pouvoir agir efficacement dans notre monde, a besoin d'une méthode structurée. Elle aussi a besoin d'une carte pour interagir avec des outils numériques. C'est vraiment la question clé. Un modèle de langage, tout seul, est limité à ce qu'il sait, et ses connaissances peuvent vite être dépassées. Mais imaginez une seconde si on lui donnait accès à des outils externes, comme une simple calculatrice, ou une API météo, ou même une base de données. C'est ça le concept de tool calling, l'appel d'outils. La carte de l'IA, elle, est d'une logique implacable. Le processus se fait en 4 étapes très claires. Tout part de l'analyse de la demande. Ensuite, l'IA doit piocher dans sa boîte à outils pour sélectionner le plus pertinent. Une fois l'outil choisi, elle génère un appel structuré, une sorte de commande hyper précise. Et enfin, elle intègre la réponse de l'outil pour formuler un résultat final qui soit factuel. Prenons un exemple tout simple. Si on lui demande un calcul, au lieu d'essayer de deviner la réponse, l'IA comprend qu'elle a besoin d'une calculatrice. Elle formule donc l'appel, le nom de l'outil, suivi des paramètres. L'outil externe fait le calcul et l'IA peut alors donner une réponse exacte, vérifiée. C'est tout. Et là, la différence est juste spectaculaire. Un modèle de langage laissé à lui-même peut halluciner, c'est-à-dire inventer une réponse qui semble plausible mais qui est complètement fausse. Mais avec des outils, il s'ancre dans le réel. Il ne devine plus, il agit et il vérifie. On passe de la spéculation à l'action factuelle. Ok, maintenant, prenons un peu de recul sur tout ça. On a exploré 3 mondes qui semblent très différents, la recherche, la création et l'intelligence artificielle. Mais si on y regarde de plus près, il y a un principe universel qui se dessine à travers toutes ces cartes. C'est le moment Eureka. Qu'il s'agisse de l'érudit qui organise ses sources, du créateur qui fait le pont entre son monde intérieur et le monde matériel, ou de l'IA qui choisit le bon outil,
le schéma de pensée est le même. Chaque domaine définit un objectif clair et identifie une action clé pour y arriver. C'est la structure de base de toute navigation efficace face à la complexité. Et le point le plus important, c'est que cette logique, elle n'est pas du tout réservée aux experts. Cette façon de penser, de décomposer un gros problème et de suivre des étapes, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, souvent sans même y penser. Regardez ces exemples, qui viennent d'une simple foire aux questions sur un site web. Chacun de ces points, c'est une mini-carte pour une tâche bien spécifique. Un petit guide pas à pas, une méthodologie toute simple pour atteindre un objectif précis. On est tous, au quotidien, des utilisateurs et des créateurs de cartes. Alors voilà, la prochaine fois qu'une tâche vous semblera immense, insurmontable, souvenez-vous de cette idée. Il suffit peut-être de prendre un moment pour dessiner sa propre carte, pour définir ses propres étapes. Parce qu'au fond, la question n'est pas de savoir si on peut surmonter la complexité, mais plutôt de choisir comment on va la naviguer.